Alors, chers apprenants élèves, bonjour ou bonsoir, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, et bienvenue sur EduQuiz. Moi, c'est Juvenal Wanji, professeur de lycée d'enseignement technique, option électronique, ingénieur du génie électrique et par ailleurs étudiant en thèse de doctorat à l'université de Buea et mentor au centre EduClick. Alors, tout le long de cette année, nous allons travailler ensemble en mathématiques, en physique, en chimie, plus précisément pour les classes d'examen, c'est-à-dire la troisième, la première et la terminale. Alors, pour cet après-midi, nous allons introduire la physique de première. Et comme vous le savez tous, la physique de première est subdivisée en 5 grands modules. Le premier module, c'est la mécanique. Le deuxième module, c'est mesures et incertitudes. Le troisième module, c'est l'optique. Le quatrième module, c'est les quantités de chaleur. Et le cinquième module, c'est l'électricité. Alors, pour introduire dans cette partie de physique, nous allons commencer par le premier module qui est la mécanique. Et comme vous le savez tous, la mécanique, ce premier module de mécanique est constitué de 4 grands chapitres. Le tout premier chapitre, c'est le travail d'une force. Le deuxième chapitre, c'est l'énergie cinétique. Le troisième chapitre, c'est l'énergie potentielle. Et le quatrième chapitre, c'est l'énergie mécanique. Et pour pouvoir assimiler ce premier module, il est important de faire un rappel sur la notion de force. Car en faisant un rappel sur la notion de force, il sera facile, voire évident pour vous de mieux assimiler ce premier module. Donc, au lieu d'avoir juste 4 chapitres dans ce premier module-là, nous aurons donc définitivement 5 chapitres ou encore 5 leçons. La première leçon, c'est-à-dire la leçon 1, sera dédiée au rappel sur les forces. La deuxième leçon sera dédiée au travail d'une force. La troisième leçon sera dédiée à l'énergie cinétique. La quatrième leçon à l'énergie potentielle. Donc, nous allons donc introduire avec le module 1. Module 1. Et nous allons donc aborder le chapitre, la leçon 1, qui est le rappel sur les forces. Alors, pour cette première leçon, donc, nous allons commencer en grand 1 par définir ce que c'est qu'une force, en grand 2 à donner les différents effets d'une force, en grand 3 les différentes catégories de force, en grand 4 les caractéristiques d'une force, en grand 5 les caractéristiques des forces usuelles, c'est-à-dire les forces qui seront le plus souvent utilisées en mécanique, en grand 6 la notion de système, en grand 7 la condition d'équilibre et en grand 8 les applications. Alors, nous commencerons donc par la définition d'une force. Grand 1. Qu'est-ce qu'une force? Qu'est-ce qu'une force? Nous définissons donc une force ici comme toute action capable de mettre un corps en mouvement ou de modifier sa trajectoire ou encore de maintenir un corps au repos ou de le déformer. Qu'est-ce que je dis donc? Une force est toute action capable de, 2 points, mettre en mouvement ou
de modifier sa trajectoire de le maintenir au repos ou de le déformer. Alors, une fois que nous irons donc au grand 2 dédié aux effets d'une force. Donc, en grand 2, effet d'une force. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'une force a deux effets. Et le deuxième effet, c'est l'effet statique. OK. Je dis donc, une fois qu'on a défini la grand 2, les effets d'une force. Une force en physique a deux effets. Un effet dynamique et un effet statique. Donc, une force a deux effets. Premier tiret, un effet dynamique. Deuxième tiret, un effet statique. En petit 1, on parlera de l'effet dynamique d'une force. Alors, quand dit-on qu'une force a un effet dynamique? Une force a un effet dynamique lorsqu'elle est capable de mettre un corps en mouvement ou de modifier sa trajectoire. Qu'est-ce que je dis? Une force a un effet dynamique lorsqu'elle est capable de mettre un corps en mouvement ou alors de modifier sa trajectoire. Une force a un effet dynamique capable de mettre sa trajectoire. En petit 2, nous parlerons de l'effet statique d'une force. Alors, quand dit-on qu'une force a un effet statique? Une force aura un effet statique lorsqu'elle sera capable de maintenir un corps au repos ou de le déformer. Je dis, une force a un effet statique lorsqu'elle est capable de maintenir un corps au repos ou de le déformer. Une force a un effet repos ou alors de le déformer. Alors, une fois donc que nous avons présenté les différents effets d'une force, nous passerons donc au grand 3, dédié aux catégories de force. Grand 3, les
catégories de force. Alors, nous avons deux catégories de force, les forces à distance et les forces de contact. Qu'est-ce que je dis? Il existe deux catégories de force. La première catégorie, ce sont des forces de contact et la deuxième catégorie, ce sont des forces à distance. Il existe catégories de force, à savoir les forces de contact et les forces à distance. Petite 1, force de contact. Alors, quand dit-on qu'une force est une force de contact? Une force sera dite de contact lorsque celui qui produit la force est en contact avec celui qui reçoit la force. Qu'est-ce que je dis? Une force sera dite de contact lorsque celui qui produit cette force-là sera dite de contact lorsque celui qui développe ou produit cette force est en contact avec celui qui reçoit la force. Nous prenons ici l'exemple de deux joueurs sur un terrain de football, deux joueurs du camp adverse sur un terrain de football. Lorsque, par exemple, un ballon aérien arrive sur un joueur, le joueur du camp adverse, son coéquipier, pour pouvoir récupérer cette balle-là, a besoin d'exercer sur ce joueur-là une certaine force qui aura pour effet d'isoler l'adversaire du ballon. La force que ce dernier exerce sur son adversaire est appelée force de contact pour la simple raison que pour isoler son adversaire du ballon, il a eu besoin d'exercer sur son adversaire une certaine force qui devrait l'isoler de l'arrivée du ballon. Alors, pour matérialiser la force à distance, nous allons juste prendre l'exemple de cet enfant-là qui prend un stylo, frotte sur sa chevelure et rapproche à une certaine distance des bouts de papier. À cette distance-là, vous verrez que l'enfant n'aura pas besoin de coller son stylo sur les bouts de papier pour que ces bouts de papier puissent s'accoler sur le stylo. Il suffira juste qu'il place le stylo à une certaine distance des bouts de papier et ces bouts de papier viendront s'accrocher sur le stylo. Alors, une fois donc que nous avons parlé des forces de contact et des forces à distance, nous allons par la suite énumérer les différentes forces de contact. Comme force de contact, nous avons la force de frottement, encore appelée force de rappel, ou force de résistance, ou force de freinage. Donc, comme exemple de force de contact, nous avons la force de frottement. Comme deuxième exemple de force de contact, nous avons la force motrice.
Comme troisième exemple de force de frottement, nous avons la résistance, la réaction du plan. Donc, parmi ou encore comme force à distance, comme force de contact, pardon, on a la réaction du plan, la force motrice, ou encore force de traction, ou encore force musculaire, et la force de frottement. En petit 2, donc, nous parlerons des forces à distance. Alors, une force sera dite à distance lorsque celui qui développe ou produit cette force est situé à une certaine distance de celui qui reçoit la dite force. Qu'est-ce que je dis? Une force sera dite à distance lorsque celui qui produit la dite force sera situé à une certaine distance de celui qui reçoit la force. Donc, on dit une force sera dite à distance. Après les forces de contact, nous passerons donc aux forces à distance. Alors, une force sera dite à distance lorsque celui qui développe ou produit cette force sera à une certaine distance de celui qui reçoit la dite force. Qu'est-ce que je dis? Une force est dite à distance lorsque celui qui développe ou produit la force est placé à une certaine distance de celui qui reçoit la dite force. Donc, une force est dite à distance lorsque ou produit cette force de celui qui reçoit la dite force. Alors, une fois donc que nous avons parlé des catégories de force, nous allons introduire avec le grand 4 qui porte sur les caractéristiques d'une force. Grand 4. Caractéristiques d'une force. Alors, une force ici étant considérée comme une grandeur vectorielle a les mêmes caractéristiques qu'un vecteur. Qu'est-ce que je dis? Qu'une force étant considérée comme une grandeur vectorielle a les mêmes caractéristiques qu'un vecteur. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un vecteur? Nous avons le point d'application. Aussi les caractéristiques d'une force, c'est-à-dire ce sont son point d'application, sa direction, son centre. Qu'est-ce que je dis? Comme la force étant
considérer. Grandeur vectorielle a les mêmes caractéristiques qu'un vecteur. C'est-à-dire, première caractéristique, le point d'application. Deuxième caractéristique, la direction. Troisième caractéristique, le sens. Et la dernière, le module ou intensité. Alors, tout à l'heure, lorsque je définissais ce que c'est qu'une force à distance, j'ai omis de vous énumérer quelques exemples de force à distance. Je vais profiter de l'occasion pour le faire. Alors, comme exemple de force à distance, nous avons la force électrique, la force magnétique et le poids d'un corps. Je dis comme exemple de force à distance, nous avons la force électrique, la force magnétique et le poids d'un corps. Alors, ayant donc donné les différentes caractéristiques d'une force, nous allons donc passer aux caractéristiques des forces usuelles, c'est-à-dire les forces les plus utilisées en mécanique. Car, comme vous le savez tous, pour pouvoir représenter une force sur un solide ou encore sur un système, c'est à partir des caractéristiques de la dite force. Si je ne connais pas les caractéristiques d'une force, je ne saurais la représenter sur un solide ou alors un système. Voilà pourquoi il est important dans cette partie-ci, dans le grand 5, de vous donner les caractéristiques des forces usuelles, c'est-à-dire les forces les plus utilisées en mécanique. Donc, en grand 5, nous parlerons ici des caractéristiques des forces par cœur. Parce que à chaque fois que j'aurai besoin de représenter une force sur un solide ou alors un système, j'aurai besoin d'avoir à côté de moi les caractéristiques de cette force-là. Parce que c'est à partir de ces caractéristiques-là que je pourrai représenter cette force-là sur le dessin. Voilà pourquoi il est important de retenir par cœur les caractéristiques des différentes forces que je viens vous donner. Nous commencerons donc par la première force, les caractéristiques du poids. Les caractéristiques du poids. Alors, comme étant la force que la Terre exerce sur un corps. Et il est à noter que le poids, comme je l'ai dit tout à l'heure, le poids est une force à distance. Et on le définit donc comme étant la force que la Terre exerce sur un corps. Car, lorsque vous prenez un objet, qu'il soit petit ou grand, lorsque vous le jetez vers le haut, lorsqu'il aura atteint son altitude maximale, il finira par revenir vers la Terre. Cela voudrait dire qu'en ce moment-là, la Terre exerce sur ce corps-là une certaine force appelée poids du corps qui permet d'attirer le corps vers elle. Donc, on dira donc quoi? Le poids d'un corps est la force que la Terre exerce sur
ce corps. Alors, comme caractéristique du poids d'un corps, nous avons son point d'application. Le point d'application du poids d'un corps ici, c'est le centre de gravité du solide ou alors du système. Je dis bien, comme caractéristique du poids d'un corps, le point d'application du poids d'un corps, c'est le centre de gravité du corps. La direction du poids d'un corps, elle sera toujours et toujours verticale. Elle ne changera jamais. Le sens du poids d'un corps, il sera toujours et toujours descendant. Il ne changera jamais. Et son module sera P égale à mg. Qu'est-ce que je dis donc? Comme caractéristique du poids, ou encore, il a les caractéristiques suivantes. Première caractéristique, son point d'application. Deux points, c'est le centre de gravité du système ou encore le centre de gravité du solide. Faut se souvenir que par définition, un système ici, en physique, un système, c'est l'objet d'étude ou alors l'objet sur lequel est appliqué toutes les forces en présence. Donc, lorsque je parle de système ou solide, c'est la même chose. Le système, c'est l'objet d'étude en physique, c'est-à-dire l'objet sur lequel est représenté toutes les forces en présence. Donc, comme caractéristique du poids, nous avons son point d'application qui est le centre de gravité. Centre de gravité du solide ou système. La deuxième caractéristique, c'est la direction. La direction du poids d'un corps sera toujours et toujours verticale. Verticale à partir de son point d'application. Je dis bien, la direction du poids d'un corps, elle ne changera jamais. Elle sera toujours et toujours verticale à partir de son point d'application. Donc, je dirais ici, direction, toujours verticale. Ensuite, le sens. Le sens du poids d'un corps ne changera jamais. Il sera toujours et toujours descendant. Descendant à partir de son point d'application. Qu'est-ce que je dis? Le sens du poids d'un corps sera toujours et toujours descendant à partir de son centre de gravité. Donc, toujours descendant. Le sens, après le sens, il reste la dernière caractéristique, l'intensité ou module. L'intensité ou module. L'intensité du poids d'un corps est donnée par la formule P égale à M fois G. Où P est le poids du corps donné à Newton, donné à
Newton. La masse du corps, la masse du corps donnée en kilogrammes et G, l'intensité de la pesanteur. Donnée à Newton par kilogramme en mètre par S-2. Alors, comme je l'ai dit, ces caractéristiques du poids d'un corps sont des caractéristiques à retenir par cœur, car à chaque fois que j'aurai à représenter sur un système ou sur un solide le poids d'un corps, j'utiliserai ces caractéristiques-ci pour pouvoir le représenter, c'est-à-dire son point d'application qui sera le centre de gravité du solide, sa direction qui sera toujours verticale, son sens qui sera toujours descendant et son intensité qui sera donnée par la formule P égale à mg. Lorsque nous serons aux applications, vous verrez exactement qu'à chaque fois, lorsque je vais représenter une force sur un dessin, sur un solide ou sur un système, j'utiliserai bel et bien ces caractéristiques. Et il faudrait que vous vous habituiez aussi à ça, car la représentation d'une force sur un système ou sur un dessin, force sur un dessin ou sur un solide ou sur un système, à partir de ces caractéristiques. Donc, nous passerons dans la deuxième force, qui est la force motrice. Caractéristique de la force motrice. Alors, cette force appelée force motrice est encore appelée force de traction ou encore force musculaire. C'est-à-dire quoi? Dans un exercice, au lieu de parler de force motrice, on pourra plutôt parler de force de traction ou encore de force musculaire. C'est une force qui favorise le déplacement d'un solide ou encore d'un système. Donc, c'est une force qui est appliquée sur un solide ou sur un système pour le permettre de se déplacer. Alors, qu'est-ce que je dis? Cette force qui est appelée force motrice ou force de traction ou force musculaire, c'est une force encore appelée force de traction ou musculaire. La force motrice est une force qui favorise le déplacement d'un objet ou solide. Comme je l'ai dit, c'est une force qui favorise le déplacement d'un objet ou d'un solide. Ça veut dire, pour que le solide puisse se déplacer, il faudrait exercer sur elle ou sur lui cette force-ci. Alors, elle a les caractéristiques suivantes. Elle a les caractéristiques suivantes. Elle a les caractéristiques suivantes. La première caractéristique, c'est son point d'application.
son point d'application ici, c'est un point du solide. On dira point d'application, un point du solide. Alors, je vais ici vous montrer à quoi ça ressemble le point d'application de la force motrice. Imaginons, nous avons sur un plan horizontal lisse un solide qui se déplace. Nous avons ce solide S qui se déplace de A vers B. Nous avons donc sur ce plan horizontal, ça c'est mon plan. Nous avons sur ce plan horizontal ce solide S qui se déplace de A vers B sous l'action d'une force grand S appelée force motrice ou force de traction. Lorsque je dis ce solide se déplace de A vers B sous l'action d'une force grand F et que je veux représenter cette force-là sur le dessin, regardez, pour que cette force puisse se déplacer de A vers B, je dois appliquer la force sur le solide étant placé. Pour que le solide puisse se déplacer de A vers B, je vais appliquer la force motrice ou encore la force de traction sur mon solide à partir d'ici. Donc, je vais pousser mon solide comme ça pour qu'il puisse se déplacer. Je ne peux pas pousser vers le haut parce que lorsque je pousse vers le haut, vous savez que je voudrais plutôt que le solide descende vers le bas. Je ne peux non plus pousser vers le bas parce que si je pousse vers le bas, cela voudrait dire que je voudrais que mon solide se déplace plutôt vers le haut. Alors, comme ici, le solide veut se déplacer de A vers B sous l'action de la force motrice, pour que ce solide puisse se déplacer de A vers B, je vais le placer du côté de A, pousser mon solide, donc appliquer sur mon solide une force appelée force motrice. Donc, le point d'application de cette force motrice-là, comme je l'ai dit tantôt, un point du solide. Si je dois l'appliquer sur ce solide, ce serait quelque part ici. C'est-à-dire, je dois pousser mon solide étant ici. Alors, pour une bonne représentation, compte tenu du fait que c'est une force qui favorise le déplacement du solide et c'est une force qui est toujours orientée dans le même sens que le sens de déplacement du solide. Pour mieux représenter cette force afin de pouvoir travailler convenablement avec elle, je vais juste déplacer ce point d'application qui est ici et venir le placer plutôt de ce côté, c'est-à-dire ici. C'est pas pourtant dire que, en réalité, voici où la force doit s'appliquer. Mais pour une bonne, comment je vais dire ça? Pour une bonne représentation, il est préférable de venir plutôt placer son point d'application de ce côté. Alors, j'espère que vous avez compris. Voilà donc, comme on a dit, point d'application de la force motrice, un point du solide. Voilà un exemple là-bas devant vous. C'est-à-dire, j'ai un solide qui doit se déplacer de A vers B. Où est-ce que je dois appliquer la force? C'est à ce niveau-ci. Si je voudrais que mon solide se déplace de A vers B, c'est exactement ici que je vais appliquer ma force vers B. Mais pour une bonne représentation, au lieu de placer ce point d'application-là ici, on viendra plutôt placer de ce côté. Deuxième caractéristique, c'est la direction. La direction de la force motrice ou encore force de traction ou encore force musculaire est toujours ou encore est dans la plupart des temps parallèle au déplacement. Je dis ceci, la direction de la force motrice, encore appelée force de traction ou encore force musculaire, est dans la plupart des temps toujours parallèle au déplacement du solide ou encore toujours parallèle au plan. Mais il existe un cas particulier. Ce cas particulier-là, c'est le cas où la direction de la force motrice fait un angle alpha avec le déplacement. Mais comme je l'ai dit, ici, nous allons travailler pour le moment avec le cas général. Dans le cas général, la direction de la force motrice est toujours parallèle au plan ou encore toujours parallèle au déplacement. Ça veut dire quoi? Si je veux représenter la direction de ma force motrice ici, j'ai déjà son point d'application. Qu'est-ce qu'on m'a dit? La direction de la force motrice est toujours parallèle au plan ou encore parallèle au déplacement. Voici, et parallèle à partir du point d'application. Voici mon plan ici.
Si je vais représenter ma force motrice, voici son point d'application. On m'a dit la force motrice est toujours parallèle au plan. Pour représenter, est dans la plupart des temps toujours parallèle au plan. Donc, voici mon point d'application ici. Je veux représenter la direction de cette force-là. Je vais la représenter une droite qui est parallèle au plan à partir du point d'application. Voilà donc la direction de ma force motrice. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Direction de la force motrice, toujours, en général, on dira plutôt ça comme ça. En général, je crois que c'est plus mieux. En général, elle est toujours au plan ou au déplacement. En général, cette direction-là de la force motrice est toujours parallèle au plan ou au déplacement. Mais comme j'ai dit, nous serons en train de traiter des exercices ou encore des exemples. Il existe un cas où cette force motrice, la direction de cette force motrice-là, au lieu d'être parallèle au plan comme c'est le cas ici, fait plutôt un angle alpha ou bêta avec le plan. C'est-à-dire, au lieu d'être parallèle comme c'est le cas comme c'est le cas de façon générale, un angle alpha que voici comme ça. Mais ce cas-ci, c'est un cas particulier que nous verrons bien lorsque nous serons en train de corriger des exercices. Donc, je me limite pour le moment au cas général, c'est-à-dire le cas où cette force-là est toujours parallèle au plan. Prendons maintenant la troisième caractéristique, le sens. Le sens de la force motrice ou la force de traction ou force musculaire est toujours celle du déplacement de l'objet. Je dis bien, le sens de la force motrice ou force de traction ou force musculaire est toujours celle du déplacement de l'objet. Parce qu'on a dit, par définition, la force motrice est une force qui favorise le déplacement de l'objet. Ça veut dire, si l'objet se déplace de A vers B, la force motrice aussi, en ce qui concerne son sens, sera aussi de A vers B. Voilà pourquoi on dit le sens de la force motrice est celui du déplacement de l'objet. Donc, on mettra ici sens de la force motrice, celui du déplacement Alors, si je veux venir représenter ça sur mon exemple de tout à l'heure, vous avez constaté que sur mon exemple de tout à l'heure, j'ai déjà représenté le point d'application de la force motrice, j'ai représenté sa direction. Maintenant, il me reste le sens. On a dit le sens est celui du déplacement de l'objet. C'est-à-dire, si l'objet se déplace de A vers B, la force motrice se déplacera aussi de A vers B. Si l'objet se déplace de B vers A, la force motrice se déplacera aussi de B vers A. Alors, comme dans ce cas-ci, notre solide se déplace de A vers B, la force motrice donc sera aussi représentée de A vers B à partir du point d'application. Voici son point d'application. Donc, il quitte d'ici pour là. Pour montrer le sens des déplacements de cette force-là, je viendrai juste au bout de cette droite-ci. Je place une flèche. Je place une flèche comme ceci. Et en dessous, je mets grand F avec la flèche. Ou dit, c'est la force, c'est le vecteur force motrice que je viens de représenter. Donc, comme on a dit, le sens, c'est celui du déplacement de l'objet. Maintenant, l'intensité. Il n'y a pas de formule standard pour calculer l'intensité de la force motrice. Elle peut se calculer soit à partir des projections, soit à partir comment je vais dire ça, ou encore projection. Les caractéristiques de la force motrice. Nous passerons maintenant à la troisième force, qui est la force de frottement.
Nous passerons donc à la troisième force. J'étais à petite. Caractéristique de la force de frottement. Avant d'aborder ce petit 3-ci, j'aimerais bien rappeler, il faudrait retenir cela. J'ai dit, en ce qui concerne la force motrice, on parle de force motrice ou encore de force de traction ou encore de force musculaire. Pourquoi je vous donne ces trois appellations? Parce que dans un exercice, pour reconnaître la présence de la force motrice dans un exercice de mécanique, c'est à partir de ces trois noms-là. Soit dans l'exercice qu'on te parlera de la force motrice, soit la force de traction, soit on te parlera de la force musculaire. Si dans ton exercice, il y a l'un de ces trois noms-là, ou encore si dans ton exercice, on te dit déjà, un solide se déplace sous l'action d'une force. On te dit un solide se déplace sous l'action d'une force. Ça veut dire en quelque sorte, il y a déjà la présence de la force grand F qui est appelée force motrice, force musculaire ou force de traction. Je dis donc ceci. Comment reconnaître la présence de la force motrice dans un exercice? Pour reconnaître la présence de la force motrice dans un exercice, c'est tellement simple. Il y a les trois appellations ou encore les quatre appellations que vous devez retenir. C'est-à-dire, lorsque vous êtes devant votre exercice de mécanique, si vous retrouvez dans votre exercice de mécanique l'un des quatre appellations-ci, cela voudrait dire, ou encore l'une des quatre appellations-ci, cela voudrait dire qu'il y a présence de la force motrice. C'est-à-dire, dans l'exercice, on pourra parler soit de force motrice, ou encore force de traction, ou encore force musculaire, ou encore on vous dit le solide se déplace sous l'action d'une force. Si on vous dit le solide se déplace sous l'action d'une force, ça veut dire que dans cet exercice-là, il y a la présence de la force motrice. Mais si vous ne ressentez dans l'exercice aucun de ces quatre appellations-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de force motrice. Pourquoi je le dis? Parce que dans la plupart des temps, dans un exercice de mécanique, la première question qui vous est généralement posée, c'est de faire le système ou encore sur votre solide. Je dis bien ceci. Pourquoi est-ce que j'essaye de vous donner bien que mal toutes les appellations de cette force-ci? Parce que dans la plupart des exercices de mécanique, la première question que l'enseignant arrive ou encore l'examinateur arrive généralement à vous poser, c'est de faire l'inventaire de toutes les forces qui s'appliquent sur votre solide. Quand il demande déjà de faire l'inventaire de toutes les forces qui s'appliquent sur votre système ou sur votre solide, cela voudrait dire qu'il voudrait que vous énumérez les différentes forces qui s'appliquent sur votre solide. Et c'est une question capitale. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez raté cette question-là, toutes les autres questions qui vont suivre n'auront plus de sens pour vous. Ce serait de bien faire l'inventaire de ces forces ou encore de bien énumérer ces forces. Et donc, pour énumérer une force, il faudrait que je ressente la présence de cette force-là dans l'exercice. Et pour ressentir la présence de cette force-là dans l'exercice, comme j'ai dit par exemple, pour la force motrice, soit dans l'exercice, on va me dire le solide se déplace sous l'action d'une force. Ou encore, on va me dire sur un solide S, on applique une force musculaire. Ou encore, on vous dira ce solide est tracté sous l'action, est tracté par une force. Lorsqu'on me dit ce solide est tracté par une force, cela voudrait dire qu'il y a présence de la force motrice ou encore force de traction ou encore force musculaire. Donc, je vais l'énumérer parmi mes forces. Par contre, s'il n'y a rien de toutes ces appellations-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de force motrice. C'est-à-dire, ce que vous deviez donc retenir ce soir, c'est que dans un exercice, pour ressentir la présence de la force motrice, soit dans l'exercice, on va me dire le solide se déplace sous l'action d'une force. Lorsqu'on me dit le solide se déplace sous l'action d'une force, ça veut dire qu'il y a la force motrice. Si on ne le dit pas, on pourra peut-être me dire le solide est tracté. Dès qu'on me dit le solide est tracté, je dois comprendre donc qu'il y a présence de la force motrice ou encore force de traction ou encore force musculaire. Ou encore on peut dire un individu exerce une
exerce une certaine force d'intensité. Dès qu'on me dit, un individu exerce une certaine force d'intensité 10 newtons, je dois comprendre qu'il s'agit ici de la force musculaire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Dans ce cas, si aucune de ces appellations-là n'apparaît dans l'exercice, ça veut dire qu'il n'y a pas de force motrice. Et dès lors donc, j'ai pu citer la force motrice comme étant l'une des forces qui est appliquée sur mon solide. Ce qui va me rester à faire par la suite maintenant, à la deuxième question, généralement, on demande pour vous de représenter toutes ces forces-là sur le dessin. Et donc, pour représenter chacune des forces que j'ai énumérées là, il faudrait que je porte les caractéristiques de chacune de ces forces que je place devant moi. Chaque fois que je lis point d'application, si c'est le poids, on me dit point d'application, centre de gravité du solide. Je vais aussi sur mon solide. On m'a dit que le point d'application du poids, c'est le centre de gravité du solide. Je viens, je cherche le centre de gravité de mon solide. Que voici, je remets un point là pour dire voilà le point d'application. Deuxième caractéristique, on m'a dit la deuxième caractéristique du poids d'un corps, c'est la direction. Et on m'a dit la direction du poids d'un corps est toujours et toujours verticale à partir de son point d'application. Ça, c'est ce qu'on a dit. Que la direction du poids d'un corps est toujours et toujours verticale à partir de son point d'application. Et son sens est toujours et toujours descendant. Lorsqu'on me dit c'est vertical à partir de son point d'application et le sens est descendant, je place ma main et je trace ma droite verticale sans toutefois réfléchir. Une fois que j'ai tracé ma droite verticale, maintenant le sens, on a dit le sens du poids d'un corps est toujours et toujours descendant. Je viens donc ici, je mets une flèche pour indiquer que oui, c'est comme ça que le poids de mon corps se déplace. Et tout à côté, je mets tout au-dessus. Alors, après donc, ces deux forces-là, j'ai déjà donné des caractéristiques. Nous parlons donc des caractéristiques de la force de frottement. Contrairement à la force motrice, ou encore la force de traction, ou encore la force musculaire, la force de frottement, c'est une force qui est... C'est une force toujours et toujours opposée au déplacement du solide. Ça veut dire, si le solide se déplace de A vers B, la force motrice aura de B vers A. Donc, c'est une force toujours et toujours opposée au déplacement du solide. Alors, cette force motrice-là est encore appelée force de rappel, force de résistance, force de freinage ou encore dans un exercice, dès qu'on peut dire un solide se déplace sur un plan rugueux. Le mot rugueux là renvoie directement à la présence de la force de frottement. Qu'est-ce que je dis? Cette force de frottement-ci, qui est une force qui est toujours opposée au déplacement de l'objet ou encore du solide, a plusieurs appellations. On parlera soit de la force de frottement, soit de la force de résistance, soit de la force de rappel, soit de la force de freinage, ou encore, dans un exercice, on te dira, le solide se déplace sur un plan horizontal ou encore incliné rugueux. Dès qu'on dit il y a un solide se déplace sur un plan horizontal rugueux ou encore sur un plan incliné rugueux, je dois comprendre qu'il y a présence des forces de frottement dans mon exercice. Ou encore, on pourra te dire, un solide qui se déplace de A vers B est soumis à une force d'opposition. Quand on dit il y a une force d'opposition, le mot opposition là renvoie déjà à la force de frottement, puisque la force de frottement est une force qui est toujours opposée au déplacement du solide. Donc, qu'est-ce que je dis ici? Encore appelé force de rappel, de freinage ou de résistance est une force qui est toujours opposée au déplacement du
solide ou système. Caractéristique suivante. 2 points. Point d'application. Son point d'application ici, c'est le point de contact entre le solide et le plan. J'ai dit point de contact, point de contact entre le solide et le plan. Pourquoi est-ce qu'on dit c'est le point de contact entre le solide et le plan? Je vais prendre un exemple très simple. Alors, lorsque vous êtes placé en bordure de route et une voiture qui vient à vive allure est surpris de l'obstacle qui est placé en face de lui. Lorsqu'il freine, toi, l'observateur placé en bordure de route, tu ressens que ce dernier a freiné lorsque tu entends un certain bruit venant de l'une des roues du véhicule. Ce bruit-là, c'est un bruit qui est dû au contact entre la roue du véhicule et le goudron. C'est ce bruit-là qui te permet de savoir que ce dernier, au volant de sa voiture, a freiné parce qu'il a été surpris par un obstacle en face de lui. Voilà pourquoi on dit le point d'application de la force motrice, de la force de frottement, c'est le point de contact entre le solide et le plan. Si je veux ramener ici au cas de ce chauffeur de véhicule-là, pris par un obstacle, je dirais ici, c'est le point de contact entre la roue du véhicule et le goudron, parce que c'est exactement à ce niveau-là. Comme j'ai dit, le point de contact de la force motrice, le point d'application de la force motrice, c'est le point de contact entre le solide et le plan. Je reviens toujours sur cet exemple ici. Voici mon solide, il se déplace de A vers B. Supposons donc qu'il y a des forces de frottement qui sont opposées au déplacement de ce solide ici. On dit donc, le point d'application de notre force de frottement, c'est le point de contact entre le solide que voici et le plan que voici. Donc, je peux venir mettre ça ici pour dire, OK, voilà le point d'application de ma force de frottement qui est le point de contact entre le solide et le plan. Parce que j'ai pris un exemple simple tout à l'heure. J'ai dit, lorsque vous êtes placé en bordure de route et qu'une voiture vient à vive allure, s'il est surpris d'un obstacle qui est placé, qui se présente en face de lui, ce qu'il fera, c'est qu'il va freiner. Et vous, étant placé en bordure de route, vous ne pouvez ressentir ce freinage-là que lorsque vous allez entendre un bruit qui est causé au contact de la roue du véhicule avec le goudron. C'est à ce niveau-là que vous allez ressentir le bruit du freinage. Du coup, donc, on dira dans ce cas-là que le point d'application de la force de frottement, c'est le point de contact entre la roue du véhicule et le goudron. Voilà pourquoi dans ce cas, si on dit donc, le point de contact de la force de frottement, c'est le point d'application de la force de frottement, c'est le point de contact entre le solide et le plan. C'est où vous m'avez vu mettre là. Je vais prendre un autre exemple. Vous vous levez un matin, vous voulez accompagner votre chèvre brouter les herbes. Vous avez attaché la corde au cou. Au moment où vous vous déplacez avec la chèvre, cette chèvre très têtue refuse d'avancer. Lorsqu'elle refuse d'avancer, qu'est-ce qu'elle fait? Pour savoir que cette chèvre refuse d'avancer, vous allez constater que sa patte qui est au contact avec le sol a pris une autre forme, c'est-à-dire une forme qui vous permet de constater que la chèvre ne veut plus avancer. En ce moment, on dit la chèvre exerce
une certaine force qui est opposée à son déplacement. Cette force est appelée force de frottement. Je ne sais pas si je me fais entendre. Ça veut dire que si on veut représenter le point d'application de cette force de frottement-là, on dira juste que c'est le point de contact entre le pied de la chèvre et le sol. Parce que c'est sur le sol qu'il prend sa résistance, c'est-à-dire qu'il résiste à son déplacement. C'est lorsque son pied, sa patte est complètement, comment je vais dire ça, accolée au sol. C'est-à-dire vous tirez, elle n'avance plus. Vous tirez, elle n'avance plus. En ce moment-là, on dit qu'elle résiste à votre déplacement. Par conséquent, il y a une force de frottement qui est exercée entre son pied et le sol. Donc, le point d'application de cette force de frottement-là sera donc le point de contact entre le pied de la patte de la chèvre et le sol. Dans ce cas-ci, on dira donc que c'est le point de contact entre le solide et le plan. Alors, la direction maintenant. La direction de la force de frottement est toujours confondue au plan. La direction de la force de frottement est toujours confondue au plan à part confondue au plan à partir de son point d'application. Alors, voici donc le point d'application de ma force de frottement qui est le point de contact entre le solide et le plan. Lorsqu'on dit la direction, elle est toujours confondue au plan à partir de son point d'application. Voici mon point d'application ici. Je me place ici. On a déjà dit que la force motrice, la force de frottement, c'est une force qui est toujours opposée au déplacement de l'objet. Ça veut dire, comme l'objet se déplace de A vers B, à partir de son point d'application, la force de frottement sera donc opposée à ce déplacement. Voilà donc la direction au plan. Et le sens, ça veut dire, comme l'objet se force de frottement sera plutôt de B vers A. Ça veut dire, me voici ici, à partir du point d'application, je viens juste ici. Voilà la direction, je viens juste ici, je mets une flèche et en haut, je mets un F minuscule. De ma force de frottement. Vous pouvez donc constater ici que la force motrice est représentée par grand F parce que c'est une force qui favorise le déplacement de l'objet. Par contre, la force motrice est représentée par petit f parce que c'est une force qui s'oppose toujours au déplacement de l'objet. Voilà un peu comment on fait la différence entre les deux forces. Donc, le sens. Le sens ici, on dit toujours, et ça ne changera jamais, toujours opposé au déplacement de l'objet. Et son intensité, il n'y a pas de formule standard pour calculer l'intensité de la force de frottement. Elle est calculée soit après projection, soit dans un exercice où on vous donne sa valeur. Et comme j'ai dit, dans un exercice, pour reconnaître s'il y a la présence des forces de frottement ou pas, il y a, je crois, il y a 4 ou 5 noms qu'on donne à la force de frottement. Soit dans l'exercice, on va te dire, on va te parler vraiment de la force de frottement ou encore de force de résistance ou encore de force de freinage ou encore de force de rappel. Ou encore dans l'exercice, on te dira le solide se déplace sur un plan horizontal ou encore incliné rugueux. Quand on dit il y a le mot rugueux là, renvoie à la présence des forces de frottement. Par contre, si dans un exercice, je ne vois aucun de ces 5 appellations-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de force de frottement simplement. Ou encore, si dans un exercice, on me dit un solide se déplace sur un plan horizontal ou un plan incliné lisse. Le mot lisse là veut dire qu'il n'y a pas de force de frottement dans l'exercice. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et si donc dans l'exercice, il y a les forces de frottement, au moment de représenter cette force de frottement là sur mon solide, je vais porter les caractéristiques de la force de frottement. Je pose devant moi. À chaque fois que je
contact entre le solide et le plan. Je représente toujours confondu au plan. Je représente une droite qui est confondue au plan. Sens toujours opposé au déplacement de l'objet. Si l'objet va de A vers B, je vais représenter le sens qui va plutôt de B vers A. Alors, c'est caractéristique de la réaction normale Alors, la réaction normale du plan ici, c'est simplement la force que le plan exerce sur le système ou sur le solide. Donc, par définition, la réaction normale du plan, c'est la force que le plan à lui-même exerce sur le solide. On prendra un peu ici l'exemple d'un élève qui est assis sur un banc dans la salle de classe. Cet élève-là ne se retrouve pas au sol pour la simple raison que le banc, au moment où cet élève exerce sur le banc le poids de son corps, le banc à son tour exerce sur cet élève-là une force appelée réaction du banc qui permet de le maintenir en équilibre, qui permet de le maintenir sur le banc. Car si la réaction du banc est faible par rapport au poids de l'élève, le banc va se casser et l'élève va se retrouver au sol. Donc, lorsque vous êtes assis confortablement sur votre banc à l'école, vous ne vous retrouvez pas au sol simplement parce que au moment où vous exercez votre poids sur le banc en retour exerce aussi une force sur vous qui permet de vous maintenir en équilibre. Cette force-là est appelée réaction normale du banc ou encore réaction du plan. Donc, on dira ici que la réaction normale, c'est la force que le plan exerce le solide. Elle a les caractéristiques suivantes. Elle a les caractéristiques suivantes. Première caractéristique, point d'application. Comme c'est la force que le plan exerce sur le solide, le point d'application sera donc le point de contact entre le solide et le plan. Point de contact entre le solide et le plan. La direction de la réaction normale, c'est une force qui est toujours perpendiculaire au plan. C'est une force qui est toujours perpendiculaire au plan. Donc, direction, toujours perpendiculaire au plan. Ensuite, le sens de la réaction normale. Le sens de la réaction normale est toujours montant. Le sens de la réaction normale est toujours montant. Et son intensité, il n'y a pas de formule standard pour calculer l'intensité de la réaction normale. Soit on calcule à l'aide, soit on calcule à partir des projections, soit dans l'exercice on te donne la valeur. Donc la réaction normale est représentée comme étant R indice N. R pour dire réaction, N pour dire normal. Alors, si je veux donc utiliser ces caractéristiques-ci pour représenter la réaction normale sur mon dessin qui est là au tableau, on a dit
Son point d'application, c'est le point de contact entre le solide et le plan. Voici le solide. Voici le plan. Le point de contact entre le solide et le plan. Je viens regarder moi aussi le milieu du solide, le milieu de la partie du solide qui est collé au plan que voici et je représente mon point d'application là. Ensuite, on a dit la direction toujours perpendiculaire au plan. Perpendiculaire veut dire que ça forme un angle droit avec le plan et le sens toujours montant. Je dis bien, on a dit direction toujours perpendiculaire au plan à partir du point d'application. Et quand on dit toujours perpendiculaire, ça veut dire tout simplement ça forme un angle droit avec le plan. Et le sens est toujours montant. Ça veut dire je viens donc ici, à partir du point d'application, je me bats à former un angle, une droite qui fait un angle droit avec le déplacement. C'est-à-dire j'aurai quelque chose comme ça. Voici l'angle droit. Et le sens, on a dit toujours mon sens. Je mets ça là et je mets R avec R, indice N avec une flèche en haut. Vous voyez donc, le point d'application, point de contact entre le solide et le plan. Direction toujours perpendiculaire au plan. Je trace donc une perpendiculaire à partir du point d'application. Voilà ça. Voilà la perpendiculaire. Et le sens toujours montant. Voilà donc ça. Alors, la confusion qu'il faut éviter ici, c'est lorsque nous sommes sur un plan horizontal, on a comme impression que le point et la réaction normale ont les mêmes caractéristiques. Parce que lorsqu'on représente, les deux sont sur la même droite d'action. Ce temps marche lorsque nous sommes sur un plan horizontal. Mais lorsque nous sommes sur un plan incliné, ce n'est plus vrai. Sur un plan, on respecte les caractéristiques. Quand tu respectes les caractéristiques de chacune des forces, tu n'as même pas, quel que soit le plan où tu vas te retrouver, tu vas représenter la force sans problème. Donc, lorsque nous sommes sur un plan incliné, il faut éviter de croire que sur un plan incliné, le poids et la réaction normale seront aussi représentés sur la même droite d'action. Ici, ça marche parce que nous sommes sur un plan horizontal. Et sur un plan horizontal, la réaction normale et le poids sont sur la même droite d'action. Alors, la cinquième force que nous allons représenter ici, c'est la réaction tout court. Caractéristique de la réaction du plan. Alors, la réaction est différente de la réaction normale du plan en ce sens que la réaction normale du plan, sa direction, elle est toujours perpendiculaire au plan. Par contre, la réaction n'est pas toujours perpendiculaire au plan. La réaction est confondue à la réaction normale lorsque je suis dans le cas d'un plan horizontal lisse, c'est-à-dire sans force de frottement. Je dis bien ceci. Ne pas confondre la réaction du plan et la réaction normale du plan. La différence entre la réaction et la réaction normale du plan est que dans un exercice, lorsqu'il y a déjà présence des forces de frottement, la réaction sera toujours perpendiculaire au plan. Par contre, la réaction, quant à elle, sera et la réaction normale. Je dis ceci. Faut pas confondre la réaction normale et la réaction normale du plan et la réaction du plan. À quel moment est-ce qu'il faut confondre les deux? À quel moment est-ce que ces deux forces ont les mêmes caractéristiques? C'est lorsque je suis dans un exercice où il n'y a pas présence de force de frottement. Dans un exercice où il n'y a pas présence de force de frottement, la réaction normale est confondue à la réaction. C'est-à-dire, au lieu en ce moment-là de parler soit des réactions normales, je peux tout simplement parler de réaction. Parce que la réaction, comme je le dis, quand il n'y a pas de force de frottement, la réaction du plan est confondue à la réaction normale. Ça veut dire, lorsque je fais l'inventaire de mes forces, une autre personne peut dire il y a la réaction normale. L'autre dit plutôt il y a la réaction. Les deux auront trouvé. Et au moment de la représentation, compte tenu du fait qu'il n'y a pas la force de frottement, celui qui a choisi de parler de la réaction du plan aura les mêmes caractéristiques que celui qui a choisi de parler de la réaction normale. Lorsqu'on veut trouver la résultante de deux vecteurs comme celle-ci, je trace d'abord, voici ma réaction normale, je viens au bout ici, je trace
je reproduis la même droite de la force de la réaction normale et voici la force de frottement. Je reviens ici, je reproduis la même droite de la force de frottement et voici la résultante ici qui sera donc ma réaction. Je viens donc ici placer une flèche et je mets R avec la flèche au-dessus. Donc, ce que vous devez donc retenir, c'est que lorsque dans un exercice 1, ce que vous devez retenir, c'est que la réaction normale est confondue à la réaction du plan lorsque je suis dans un exercice où il n'y a pas existence des forces de frottement. En ce moment-là, si je parle de la réaction, dans mon inventaire des forces, je parle plutôt des réactions normales du plan, vous deux, vous aurez trouvé. Et donc, en ce moment-là, les caractéristiques de la réaction normale seront les mêmes caractéristiques de la réaction du plan parce que la force de frottement n'existe pas dans ce cas-là. Donc, les caractéristiques que celui qui a énuméré la réaction du plan va utiliser pour représenter cette force-là sur le dessin sera les mêmes caractéristiques de la réaction normale. Par contre, lorsque je suis dans un exercice où il y a déjà présence des forces de frottement, la réaction normale devient différente de la réaction du plan. La réaction du plan ici a le même point d'application que la réaction normale, mais au niveau de la représentation, la réaction devient plutôt la résultante entre la force de frottement et la réaction normale, comme vous le voyez sur cet exemple-ci. On le verra dans les exercices d'application. Donc ici, je dirais, comme caractéristique de la force de la réaction du plan, point d'application, c'est le point de contact entre le solide et le plan. Mais dans le reste, si il n'y a pas de force de frottement, les caractéristiques de la réaction du plan seront les mêmes caractéristiques que celles de la réaction normale. C'est-à-dire point d'application, point de contact entre le solide et le plan, direction toujours perpendiculaire au plan, sens toujours montant. Donc, celui qui représentera la réaction normale aura toujours trouvé. Par contre, lorsqu'il n'y a pas de force de frottement, lorsqu'il y a des forces de frottement, les caractéristiques de la réaction du plan sont différentes de celles de la réaction normale. Comme nous l'avons dit, la réaction du plan est la résultante entre la force de frottement et la réaction normale, comme vous m'avez vu représenter là. Et je l'ai dit, dans l'exercice, nous allons mieux comprendre cela. Visuel. Nous passerons donc, je crois, au grand 5 à la notion de système, au grand 6 à la notion de système. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système? Comment est-ce qu'on définit un système en physique? C'est ce que nous allons voir maintenant. Comment est-ce qu'on définit un système en physique? Nous sommes ici à grand 5, grand 6, notion de système. Alors, par définition, en physique, un système, c'est l'objet d'étude ou encore un système, c'est l'objet sur lequel est appliqué toutes les forces qui interviennent dans l'exercice. Ou encore, un système, c'est l'objet sur lequel est représenté toutes les forces qui interviennent dans l'exercice. Donc, je dis en physique, le système est défini comme étant l'objet d'étude ou encore l'objet sur lequel est représenté toutes les forces qui interviennent dans l'exercice ou encore l'objet sur lequel est appliqué toutes les forces qui interviennent dans l'exercice. Donc, un système ou encore en physique, le système est défini
l'objet d'étude ou l'objet d'étude, l'objet sur lequel est représenté toutes les forces présentes dans l'exercice, présentes dans l'exercice. Voilà tout ce qu'on peut retenir de la notion de système. Une fois donc qu'on a parlé de la notion de système, nous passerons donc au grand 6, au grand 7, la condition d'équilibre. Alors, pour ce qui est de la condition d'équilibre, la condition d'équilibre qui s'applique sur un solide en translation est différente de la condition d'équilibre qui s'applique sur un solide en rotation. Lorsqu'un solide est animé d'un mouvement de translation, la condition d'équilibre qui lui est appliquée est différente de la condition d'équilibre qui est appliquée à un solide lorsqu'il est plutôt animé d'un mouvement de rotation. Donc, nous commencerons par la condition d'équilibre appliquée à un solide animé d'un mouvement de translation. Cas d'un solide animé d'un mouvement de translation. Alors, lorsqu'un solide est animé d'un mouvement de translation et qu'il est soumis à plusieurs forces, il sera en équilibre si et seulement si la somme vectorielle des forces extérieures qui lui seront appliquées sera égale au vecteur nul. Je dis ceci. Lorsqu'un solide est animé d'un mouvement de translation et qu'il est soumis à plusieurs forces, il sera en équilibre si et seulement si la somme vectorielle des forces extérieures qui lui sont appliquées est égale au vecteur nul. Et qu'est-ce qu'on entend ici par force extérieure? Une force extérieure, c'est une force exercée sur un système par un corps qui n'a rien à voir avec le système, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec notre objet d'étude. Je dis ceci, une force extérieure est une force qui est appliquée sur un système par un objet qui n'a rien à voir avec le système. Je prends un exemple de force extérieure. Le poids est une force extérieure parce qu'on a dit le poids d'un corps, c'est la force que la Terre exerce sur le corps. La Terre n'a rien à voir avec l'objet d'étude. La force motrice, c'est une force extérieure pour la simple raison que c'est une force qui est appliquée sur un système ou encore sur un solide par un corps qui n'a rien à voir avec le système. La force, la réaction du plan est une force extérieure pour la simple raison que si mon système c'est le solide, la réaction du plan c'est la force que le plan exerce sur le solide. Donc si mon système c'est le solide, la réaction du plan devient en ce moment-là une force extérieure car elle est exercée sur le solide par un corps qui n'a rien à voir avec. La réaction du plan, c'est la force que le plan exerce sur le solide. La force de frottement aussi, c'est une force extérieure. Donc ce que je dis ici, c'est lorsqu'un solide est animé d'un mouvement de translation et qu'il a une force extérieure, il sera en équilibre si et seulement si la somme vectorielle de toutes les forces extérieures qui lui sont appliquées est égale au vecteur nul. On va donc écrire. Énoncé de la condition d'équilibre. Énoncé. Lorsqu'un solide ou système est
Lorsqu'un solide ou système est animé d'un mouvement de translation en étant soumis, en étant soumis à plusieurs forces extérieures, il sera en équilibre si et seulement si la somme des forces extérieures qui lui sont appliquées de nul. Mathématiquement, ça s'écrit ainsi. Mathématiquement, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à ce solide égale au vecteur nul. Alors, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et continuer demain. Et demain, donc, à l'aide des exemples très pratiques, je vous montrerai comment on applique tout ce que je viens de citer là, c'est-à-dire comment représenter une force sur un dessin à partir des caractéristiques, comment appliquer la condition d'équilibre, pourquoi écrire la condition d'équilibre et comment l'appliquer. Donc, demain, nous continuerons donc avec cette notion à partir des exercices d'application. Et j'espère que j'ai résolu une bonne partie de vos problèmes. N'oubliez pas, en cas d'incompréhension, laissez juste un message en dessous de la vidéo. Avant de continuer avec la prochaine vidéo, je prendrai la peine d'abord de lever cette incompréhension-là avant que nous ne continuions. Merci et bonne soirée à vous.